Bonsoir à tous. L'Olympique Lyonnais a gagné le foot. Oui, on commence direct, on va droit au but. Putain, elle fait du bien celle-là. Elle fait du bien, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien là, ça va bien. J'ai même mis des lunettes de soleil alors qu'on est en janvier, c'est la fiesta. Une victoire arrachée au bout, des biceps, du forceps. 1-0 face à l'Olympique de Marseille ce soir au Groupama Stadium. Une victoire qui fait un bien. On est au février, effectivement, on est en février, tout à fait. Une victoire qui fait un bien fou. L'Olympique Lyonnais, au moment où je vous parle, est 15e de Ligue 1 et compte 3 points d'avance sur la zone rouge. C'était dur, c'était dur. Qu'est-ce qu'on a sué, les copains. Qu'est-ce qu'on a fait caca mou pendant la deuxième période. Qu'est-ce que l'OM a été mauvais aussi, on en parlera après. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, surtout après un début d'année laborieux, après un mercato assez chaotique, mais finalement plutôt réussi, après une première période relativement brillante et une deuxième période très compliquée dans laquelle on a vraiment cru qu'on allait finir par l'offrir, cette égalisation à l'Olympique de Marseille. Mais non, l'Olympique Lyonnais a tenu bon pour s'offrir une petite revanche de la catastrophe du match aller. D'ailleurs, on aura une petite pensée pour Fabio Grosso, qui n'est plus entraîneur de l'OL, mais qui doit quand même être content de voir que quelque part l'équipe l'a vengé. Victoire ô combien compliqué, avec un petit but d'Alexandre Lacazette peu après la demi-heure de jeu, un but pour le coup très bien construit sur un espèce d'escalier qui a amené une passe en profondeur vers Ernest Nuama et un centre qui passe devant le but pour que Lacazette s'y prenne à 2 fois pour ouvrir la marque et clore la marque du coup, puisque l'Olympique Lyonnais s'impose 1-0 dans cet Olympico et évite le pire, c'est-à-dire que jamais l'Olympique de Marseille ne s'était imposé 4 fois d'affilée contre l'OL. Ça aurait pu être le cas ce soir. On était sur 3 victoires d'affilée de l'Olympique de Marseille. Et finalement, Lyon a réussi à briser la malédiction, à briser le cercle d'ébranlé infligé par l'OM. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. On va débriefer ensemble tout ce petit match ensemble. Vous êtes très nombreux, donc ça fait très plaisir. Merci à ceux qui regardent sur YouTube également en replay. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, des commentaires, vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est bientôt 12 000 et c'est ça qui permet de continuer à faire des débriefs de jour en jour. Je remercie aussi tous ceux qui se sont abonnés, que j'ai remercié tous les gens qui se sont abonnés avant le début du live. Je peux vous remercier Nitroclef, Garci, Morpolarito, Style, Tam, Odalex, Dawin, etc. Merci beaucoup à vous pour tout le soutien que vous donnez à la chaîne, ça fait très plaisir. Victoire 1-0, comme on l'a dit, victoire dans la douleur, mais victoire somme toute méritée, puisqu'on a eu un Olympique Lyonnais sérieux, solide, friable en seconde période, mais il va quand même falloir le dire, puisqu'on va toujours commencer avec un petit mot sur l'adversaire. On a eu droit sur ce match à un Olympique de Marseille extrêmement faible. Il va falloir être très sincère, et je sais que ça va pas vexer les supporters marseillais qui regardent, parce que eux-mêmes avaient l'air totalement exacerbés par la performance de leur équipe, notamment Aubameyang, que j'ai trouvé catastrophique. Si l'OL s'est imposé ce soir, c'est parce que l'Olympique de Marseille n'avait vraiment pas du tout envie de gagner ce match, à commencer par les choix de départ, puisque Jonathan Klaus n'était pas titulaire et on a bien vu que c'était beaucoup mieux avec lui. Mais il se trouve que heureusement que l'Olympique de Marseille a décidé d'être particulièrement mauvais ce soir et offrir à l'OL 3 points ô combien importants dans la lutte pour le maintien, puisqu'on a vu que cet après-midi Toulouse s'était imposé. On a vu que cet après-midi il y avait un match entre Metz et Lorient. C'était l'occasion de prendre quelques puntos d'avance. C'est désormais chose faite. Merci Shinjo Kuro pour l'abonnement offert. Tu grailles sur les succès de Lyon, tu abuses. Non mais regardez, vous êtes vachement nombreux quand on gagne, et non seulement quand on gagne, vous êtes nombreux, mais en plus vous payez des abonnements. Donc franchement, moi je veux qu'on gagne tout le temps, c'est royal pour moi. On va parler de ce match dans sa chronologie. Tout avait commencé de façon un petit peu laborieuse, avec cette frappe sur le coup d'envoi qui termine sur la barre. Alors je vous avoue que si jamais on avait pris cette frappe-là, si jamais on prenait un but au bout de 3 secondes sur une frappe sous la barre parce qu'Anthony Lopez était avancé, je pense que je résilie mon abonnement à Prime Ligue 1 et que j'arrête et que je fais des débriefs d'autres choses, je sais pas, de la Classica des Almeria en cyclisme ou de waterpolo. Mais si on avait pris ce but, je pense que j'arrêtais tout. Je pense que j'en avais marre. Donc voilà, heureusement cette frappe a terminé sur la barre. Ensuite, on a eu droit à une quinzaine de minutes avec un Olympique de Marseille très haut qui a étouffé l'OL, puis finalement l'OL a réussi à s'en sortir sur un contre rondement bien mené, conclu par Lacazette, qui bute une première fois sur Pau Lopez avant d'inscrire le seul but de cette rencontre. On avait quand même une promesse sur ce début de match d'une inversion par rapport au match aller. Match aller, on avait Fabio Grosso qui avait c'était plus Fabio Grosso. Déjà, on avait eu un 4-3-3 qui avait pas du tout fonctionné côté OL, alors que la défense à 3 de Gennaro Gattuso avait permis à l'OM de s'imposer 3-0. Et je vais éternuer comme d'habitude. Là, c'est l'inverse. L'Olympique Lyonnais s'est aligné
avec une défense à 3 habituellement, comme habituel, et Marseille en 4-3-3, et ça n'a pas vraiment fonctionné. On a vu quelques nouveautés côté Olympique Lyonnais, puisque certains cadres ont sauté du 11, on n'avait pas de Dejan Lovren, on n'avait pas de Corentin Tolisso, on n'avait plus de Ryan Cherki dans ce 11, on avait la petite nouveauté, c'était j'allais dire Victor, c'était Gift Orban à la pointe de l'attaque autour de la casette, on aura le temps d'en reparler. Orban qui a été assez brouillon, mais quand même très très intéressant dans son activité. Il y avait un petit peu de Mariano Diaz qui fait les efforts dans Gift Orban, on va en parler. On a eu surtout un très très bon match de Ainsley Maitland-Niles qui a été brillant dans trimballer de droite à gauche sur le terrain, il a été brillant. On a eu un match assez génial de Ernest Nuama dont on commence à capter le potentiel du garçon et on voit que Ernest Nuama, quand ça va se débloquer, et ça va se débloquer à un moment donné, ça va être très très fort. Ce soir c'était pas Nuama, c'était Nuama Junior, il a tourneboulé, il a mis Quentin Merlin pendant tout le match, il lui manque juste un petit but, il a une passe D mais il a pas de but, c'est vraiment dommage. On a eu aussi la petite nouveauté Matic qui était titulaire pour la première fois avec l'Olympique Lyonnais et dont la première période nous a permis de comprendre qu'est-ce que c'était qu'un milieu serein. Alors il a complètement disparu en seconde période, Nemanja Matic. Mais alors la première mi-temps de Nemanja Matic, c'était vraiment une première mi-temps de daron, on va en parler de ça également. Qu'est-ce que j'ai noté ? Ouais voilà, petite pensée pour Fabio Grosso, du coup qui n'est plus entraîneur de l'OL, mais dont on se souviendra quand même qu'il a subi des choses pas cool à l'aller. Et on peut saluer aussi le fait que même s'il n'y avait pas de supporters marseillais, il n'y a pas eu d'incident au match retour, et ça c'est quand même une bonne chose. Voilà. Pouh, quand même, qu'est-ce que ça fait du bien de gagner le foot. On va voir, hein, tout n'est pas encore réglé côté lyonnais, parce qu'il y a de la fébrilité, hein. Il y a eu une deuxième période laborieuse, mais d'un autre côté, il manque encore Aurel Mangala et Saïd Benrahma, peut-être qu'ils feront encore plus de bien au milieu de terrain et aux ailes, mais on a déjà vu quand même un Olympique Lyonnais un peu plus sérieux dans son animation. On savait que Lacazette avait beaucoup souffert du fait d'être tout seul avec très peu de gens qui bougent autour de lui. Là, on lui a donné un Orban qui tourne autour de lui et un Nuama qui virevolte. Et on voit bien qu'Alexandre Lacazette, dans ce rôle, est vachement plus intéressant que quand il est tout seul devant. Merci Sigur pour l'abonnement. Je propose qu'on donne 5-6 millions de plus à Rennes pour Matic. On verra. Chaque chose en son temps, on verra. Dans l'ordre, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, on va quand même on va commencer par parler de Gift Orban. Gift Orban, c'était un petit peu la curiosité de ce début de deuxième partie de championnat. Gift Orban qui était aligné du coup en pointe avec Alexandre Lacazette, peut-être légèrement excentré, et dont la première mi-temps a soufflé le chaud et le froid, puisque Gift Orban il a été très 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 maladroit, notamment sur le premier quart d'heure où il a perdu beaucoup de ballons, il a fait beaucoup de contrôle Timberland. Mais moi j'aimerais quand même mettre en avant deux choses. Déjà, la première chose, c'est que Orban a été vachement meilleur et vachement plus juste en seconde période, mais surtout le deuxième chose que je pense importante, c'est que Gift Orban, il n'est pas parfait avec les pieds, il a largement le temps de s'améliorer sur ce domaine-là pour les semaines qui viennent, mais il a eu une activité de dingue, le pressing de Orban, l'activité, et en fait il fait quelque chose, et c'est là, moi je pense que la différence, elle se fait là. Vous avez peut-être vu la sortie de, je crois que c'était Gilles Rousset, qui a un peu taclé Ryan Cherki, qui a dit que Ryan Cherki est un joueur qui a été doué mais qui n'a pas été formé et qui n'a jamais appris que le football, ça se jouait aussi sans le ballon. Eh bien, la différence qu'on a vue ce soir, c'est que Gift Orban, même s'il a été maladroit sur la plupart des ballons qu'il a négociés balle au pied, il a fait un travail de malade hors ballon. Il a ouvert des appels, il a charbonné sur le pressing, il a couru pendant 95 minutes, et je trouve que c'est hyper précieux, même s'il est maladroit, d'avoir un mec comme ça qui bosse pour les autres. Et je pense que c'est ce qu'il a manqué pour que Alexandre Lacazette puisse s'épanouir dans ce rôle d'attaquant meneur, et je pense que Gift Orban lui a fait énormément de bien aujourd'hui dans sa capacité à ouvrir les chakras autour de Lacazette. Ernest Nuama aussi a fait énormément de bien dans ce domaine-là, puisque Ernest Nuama il a tétanisé Quentin Merlin pendant toute la rencontre, et quand vous avez un Ernest Nuama qui est capable d'attirer autour de lui 3 ou 4 joueurs, forcément ça libère des espaces. Donc l'OL n'a pas fait un match extrêmement abouti, d'ailleurs on va voir les stats tout de suite si vous le voulez bien, parce que je les ai pas préparés pour rien, mais l'OL a fait un match où devant ça a tourné et ça aurait pu encore mieux tourner. Les stats sont pas du tout les bonnes, laissez-moi 2 secondes, évidemment ça a chargé le truc dans le cache, ça va être bon dans 2 secondes. Voilà, les stats, c'est toujours pas les bonnes, voilà, ça arrive. 12 tirs à 8 pour l'OL, un seul tir cadré côté Olympique de Marseille. Un seul tir cadré pour l'Olympique de Marseille, 0,31 XG pour l'OM, malgré 63% de possession. Donc on est quand même sur un match côté marseillais calamiteux, hein.
Un match où ils ont eu le ballon, mais jamais ils ont été en position de savoir quoi en faire, alors que du côté lyonnais, on est sur un match plutôt ok, hein. 1,35 XG, une possession très faible, 7 tirs cadrés, voilà, pas mal de fautes, ça c'est une certitude. Anthony Lopez n'a quasiment rien eu à faire aujourd'hui. C'est dire quand même si ce match il a été gagné par l'OM, mais il a surtout été perdu par un OM qui était absolument abyssal, mais on en a déjà parlé en début de live. Bien content de ne pas avoir récupéré Gattuso. Ah bah ça, effectivement, c'est quand même particulièrement médiocre, hein, Gennaro Gattuso. C'est très très médiocre. Je sais pas ce qu'en pensent les Marseillais, honnêtement. J'ai quand même l'impression qu'ils en pensent pas grand chose, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il faut tout raser selon eux. Alors ils sont dans une bien meilleure situation que l'Olympique Lyonnais, mais j'ai l'impression que la dynamique est quand même pas folle de manière générale. Non. Un match où devant ça aurait pu mieux tourner. Il y a eu des occasions, il y a eu notamment cette occasion énorme avec cette frappe de Lacazette qui termine sur le poteau, cet énorme cafouillage défensif où moi j'ai bien cru à ce moment-là, j'ai bien cru qu'on allait le regretter, ce deuxième but que l'on n'a pas mis. Pareil, ce décalage vers Nuama qui frappe malheureusement avec largement trop peu de puissance pour inquiéter Pau Lopez. J'ai bien cru à un moment donné que ce match, ça allait être un match où l'OL aurait dû mener 2 ou 3-0 et qui allait se finir en 1 partout. J'ai eu très très peur, je vous avoue que les 20 dernières minutes, et je pense que pour vous aussi, ça a été un calvaire, ça a été un supplice, ça a été 40 minutes de cacamou et de petits proutes, ça a été un enfer, mais c'est assez rare quand même de signaler que ces matchs-là, on a tellement été habitué à ce que l'OL ne les gagne pas, voire les perde, que quand on les gagne, il faut quand même souligner qu'on a réussi à avoir cette force mentale pour gagner ce match. Et ça, c'est à souligner, même si la fin de match, les amis, on a eu la grande muraille de Chine, il y a eu Paul Akwaku-Burger, il y a eu du défenseur central partout, Adrielson, je crois qu'on a fini le match en 7-3-1, j'en sais rien, 6-3-1, quelque chose comme ça. C'était laborieux, mais on s'en fout. L'Olympique Lyonnais joue le maintien, l'objectif c'est les 3 points, et donc à partir du moment où on a les 3 points, on s'en fout d'avoir fait un gros caca culotte, même si idéalement, faudrait pas le faire pour les prochains, ce serait mieux. Ce serait mieux. Maitland Niles, ce héros. Ouais, il est dans ma liste. Regardez, il y a beaucoup de choses à raconter là. Vous avez beaucoup de choses. Hein. On va avoir beaucoup de choses à dire ce soir. On va en profiter. On va faire durer un peu le plaisir. Lacazette. Ouais, Lacazette. Lacazette, match de patron quand même. Hein. Mais moi, je l'attendais. J'attendais ce Lacazette parce qu'on savait que l'an dernier, c'était une saison en orbite, une saison sur la Lune. Et on savait très bien que Lacazette, au fil des années, n'allait pas pouvoir marquer 30 buts par saison. Encore plus dans une équipe qui est privée de ses principaux créateurs. Hein. Barcola est parti. Même Lukeba, qui avait quand même une importance à la relance. On savait que ça allait être une saison plus compliquée pour Lacazette. Finalement, cette saison plus compliquée, elle accouche d'une dizaine de buts dans une saison calamiteuse, mais surtout j'attendais un petit peu comme Tolisso a reculé en défense centrale, j'attendais ce Lacazette entre grands guillemets vieillissant qui allait se transformer dans un rôle de 9,5 créateur. Il l'avait déjà fait il y a longtemps, on en avait déjà parlé lors du podcast à la Zob. D'ailleurs je vous rappelle que demain soir à 20h il y aura à la Zob épisode 3 sur la chaîne de Zach, donc soyez là. On attendait ce Lacazette créateur, mais pour que ce Lacazette créateur puisse exister, il lui faut, comme il lui a fallu en 2015-2016, des gens autour de lui qui bougent et qui proposent. Ça n'était pas le cas avec Diego Moreira et Ryan Cherki, c'est désormais le cas, ou en tout cas un petit peu plus, avec Ernest Nuama et Gift Orban, et surtout Malik Fofana qui est entré, qui a fait une très bonne entrée, on en parlera plus tard. Donc je suis très curieux et très impatient de voir la deuxième partie de saison de Alexandre Lacazette dans ce rôle-là de distributeur, de pivot qui lui sied si bien. Et je suis vraiment très curieux de voir. J'ai quand même le sentiment, alors on va pas capitaliser sur ce match-là parce que encore une fois l'OM a été très très mauvais, mais je trouve cette dynamique intéressante, cette dynamique tactique. On sait que les pistons sont pas les meilleurs pistons du monde, même si je pense qu'on a quand même trouvé quelque chose avec Maitland Niles côté droit. Je pense que Pierre Sage avait cette idée en tête de à un moment donné essayer de mettre des pistons offensifs. Je pense pas qu'on reverra Koumbedi de sitôt. Reste la question du piston gauche. Tagliafico, on sait que c'est pas vraiment un ailier de profondeur, ni même un ailier de ligne de touche. Comment va s'en sortir Pierre Sage pour proposer des choses à droite et à gauche? On verra, hein, peut-être que c'est Clinton Mata à droite et Maitland Niles à gauche. Maitland Niles à gauche, il a été plutôt intéressant. En tout cas, force est de constater que ce qu'on a dit à la fin du mercato, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pierre Sage, il a les armes pour construire quelque chose de cohérent tactiquement à tous les postes. C'est vérifié ce soir, puisque quand vous faites sortir un Tagliafico pour mettre un Tolisso en DC, quand vous faites rentrer Malik Fofana, c'est quand même un petit peu plus intéressant que d'avoir Diego Moreira sur le banc et Tino Kadewere, même si on respecte totalement Tino Kadewere ici.
Maitland Niles maintenant, puisqu'on en parle, c'est quand même un vrai soldat, Maitland Niles. C'est quand même un garçon intéressant. Moi, j'en donnais pas cher de Maitland Niles. Quand il est arrivé, j'ai pas trop compris ce qu'il venait foutre là, très honnêtement, parce que c'est un joueur avec une certaine expérience, avec un certain salaire, et je trouve, je m'excuse. Pas vraiment, parce que j'ai pas non plus foutu sous le tapis Maitland Niles. J'étais curieux de savoir quel allait vraiment être son rôle à l'Olympique Lyonnais. J'ai à un moment donné pensé qu'il allait complètement disparaître, voire être vendu cet hiver du côté de la Turquie ou quelque chose. Puis on a vu une petite renaissance de Maitland Niles. On a vu une petite renaissance lors du mois de décembre, et force est de constater que ce garçon, Maitland Niles, je pense pas que ce soit le joueur qui porte une équipe. Et je pense pas non plus que ce soit un joueur qui sombre quand l'équipe est mauvaise. Mais Maitland Niles, il a ce côté très intéressant, c'est une sorte de WD-40. C'est-à-dire que quand l'équipe tourne, il est capable de tout faire, il est huilé, il permet à l'équipe de tourner encore mieux. Il sait tout faire. Il sait tout faire, c'est le joueur qui a 12 partout dans FM et il a 9 points verts sur la fiche de la deux postes. Et c'est un joueur hyper précieux en réalité, parce que c'est un joueur qui a pas de faiblesse tout simplement, Maitland Niles. Alors il a pas de points forts énormes, c'est pas un incroyable dribbleur, c'est pas un incroyable tireur, c'est pas un incroyable défenseur, c'est pas un incroyable attaquant, mais il a pas de lacunes. C'est un joueur qui est mauvais nulle part. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir un joueur comme ça. Il peut colmater toutes les brèches. Vous pouvez le mettre un peu partout. Voilà. Et à partir du moment où l'équipe tourne, eh ben, il tourne aussi. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant d'avoir réussi à sortir Maitland Niles du placard de son cercueil pour en faire ce joueur d'appoint qui vient un petit peu mettre de l'huile partout dans ce collectif-là. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je suis très content de voir qu'on réussit à en faire quelque chose, que c'est un bon joueur. C'est un joueur que j'apprécie à moi à Southampton parce que je regarde Southampton de temps en temps. Et voilà. Donc, je suis content de voir que Maitland Niles s'intègre dans ce collectif-là. Et je pense que c'est pas anodin non plus si Maitland Niles s'intègre au moment où les cadres du vestiaire ont peut-être un petit peu moins d'importance. Voilà. C'est un couteau suisse. Ouais, c'est ça. On n'a pas parlé du sauvetage, mais oui, quel sauvetage de Maitland Niles. Alors, jamais vu un sauvetage sur la ligne terminé sur la barre, puis ensuite en corner. Ça, j'ai jamais vu. Mais magnifique sauvetage. Oui, je dis c'est pas anodin, effectivement. Je dis c'est pas anodin, je le dis souvent. Je suis vraiment désolé. Je suis Bruno Chéreau. Qu'est-ce que j'ai noté? Matic, quand même. Matic, fait du bien quand même d'avoir un joueur comme ça. Ça fait du bien d'avoir cette espèce de pointe basse là, qui ratisse les ballons, qui ne panique pas sous pression, qui est capable d'orienter à droite, à gauche, qui a cette puissance physique et surtout qui dégage cette sérénité. Enfin vraiment, Nemanja Matic ce soir, alors la première mi-temps, non, parce que la deuxième mi-temps c'était un peu plus compliqué, mais Nemanja Matic ce soir, jusqu'à la 60e minute, la 50e minute, il a vraiment joué comme un daron, quoi. C'était un joueur Renault Kangoo, il était en chaussons, les pieds sur la table, devant la cheminée, là, les couilles à l'air, tranquillou. Vraiment le daron, quoi. Et je pense qu'on avait vraiment besoin d'un joueur comme ça au milieu de terrain, un joueur qui a pas peur. Il a pas peur, Nemanja Matic, il a pas de problème sous pression. Et ça fait du bien. Et on a bien vu que ce match-là, il se joue sur les duels. Alors, il n'a pas gagné tant que ça, je pense, Nemanja Matic, mais il apporte une sérénité. Et cette sérénité-là, c'était ce qui manquait au milieu de terrain, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. On a bien vu sur la première partie de saison que c'était le milieu de terrain qui posait problème. Et moi, je suis très curieux, encore une fois, de voir comment Matic va réussir à s'intégrer au mieux, puisqu'on a vu que quand on a changé un petit peu de dispositif avec Tolisso, on le voyait beaucoup moins, Matic. Donc peut-être que c'était physique, peut-être que c'était juste que le dispositif lui allait plus, peut-être que c'est l'OL qui a juste baissé de pied. Mais en tout cas, la première mi-temps de Matic, moi, me rassure beaucoup quant à l'intérêt d'être allé chercher un joueur peut-être un peu vieillissant, mais surtout un joueur d'expérience. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Nuama. Bah oui, Nuama. Nuama, on en a déjà parlé. Moi, mon discours, il change pas sur Nuama. C'est-à-dire, je suis intimement persuadé qu'Ernest Nuama a de l'or dans les pieds et un V12 au cul. Et depuis le début, depuis les premiers matchs de Nuama, même quand il y avait du déchet, même quand il y avait de l'irrégularité dans les rencontres, je continue de penser que c'est la théorie du ketchup. C'est-à-dire que Nuama, le moment où il va commencer à marquer un but, il va en marquer 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, je pense sincèrement qu'Ernest Nuama est le meilleur joueur de football de cet effectif. De pur joueur de football, de qualité athlétique, de qualité d'explosivité. Et je pense que Nuama, il est promis à un très grand avenir et que quand ça va commencer à tourner vraiment bien autour de lui, si ça tourne vraiment bien autour de lui, ça va être un monstre. Là, ce qu'on a vu ce soir, on n'a pas vu un triplé, on n'a pas vu... voilà, mais on a vu les prémices de quelque chose de grand, je pense. Et j'espère qu'on va bien le tirer, ce fil d'Ernest Nuama. Parce que si on le tire bien, si on tire bien la pelote de laine Ernest Nuama qu'on a commencé à voir aujourd'hui, je pense qu'on peut voir un monstre. Un monstre. Et moi, je lui souhaite que ça, évidemment, parce qu'il y a eu des gestes qu'on a vus ce soir de Ernest Nuama. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ces gestes-là à l'Olympique Lyonnais, probablement depuis Depay ou Fekir. Des espèces de trucs de joueurs au-dessus.
Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce truc de joueur au-dessus, ce joueur, le joueur supérieur. Et c'est un concept un peu débile, mais je pense que parfois il y a des joueurs qui sont des joueurs de qualité supérieure. Alors ça n'augure de rien, parce que Cherki a pu avoir ces moments-là de joueurs supérieurs, et on a vu ce que ça a donné. Mais je pense qu'Ernest Nuama, contrairement à Cherki, lui a les qualités du footballeur moderne, c'est-à-dire qu'il va vite, il est explosif, il est puissant, il tient bien sur ses guibolles, et on nous avait prévenu sur Nuama, l'OL a pas mis, enfin l'OL, Eagle Group n'a pas mis autant de thunes pour rien, mais Ernest Nuama, si ça commence à tourner autour, attention, parce que je pense qu'on tient quelque chose de très très gros, très très gros. En tout cas, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Si, on va noter quand même, on va parler des entrants. Bon, Tolisso en DC, je suis pas hyper convaincu. En fait, je comprends l'idée de vouloir faire passer Tolisso en DC parce que je pense pas qu'il ait encore la caisse pour jouer milieu de terrain. Mais comment dire, j'ai eu du mal. Il y a eu dans la foulée de son entrée en jeu, il y a eu quelques petits ballons lobés en profondeur et on voit que c'était quand même dur sur les appuis, sur les accélérations. Et si on met Corentin Tolisso en DC là-dedans, ça veut dire qu'on met Adrielson derrière. Je comprends pas trop la logique. J'ai du mal à comprendre. Tolisso libéraux, ça me choque pas. Ouais, mais je sais pas. En tout cas, il va lui falloir un peu plus de temps, ça c'est sûr. Maintenant, une reconversion en défenseur central pour Tolisso, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, on va laisser Pierre Sage cook tranquillement. Qu'est-ce qu'on a eu de plus sur les... Bon, on a eu la rentrée de Paul Akoukou. Bon, bah, Paul Akoukou... Bon, rien à dire sur Paul Akoukou, voilà, y a rien à dire. On a eu l'entrée d'Adrielson à la place de Lacazette. J'ai pas eu le sentiment que ça avait eu un impact fou sur la rencontre. Et enfin, le dernier entrant, c'est Malik Fofana. Et pour le coup, Malik Fofana, il a fait une très très bonne entrée. Encore une fois, dans un rôle un peu ingrat de piston ailier gauche, on sait pas trop quoi. Mais je l'ai trouvé très intelligent, Malik Fofana, dans ses prises de balles, dans son vice aussi. Il a gagné beaucoup de temps. Et pareil, il y a un V12 au cul de Malik Fofana. Donc je pense qu'il est moins prêt que Ernest Nuama, c'est normal, il est un peu plus jeune. Mais on a vu sur cette entrée en jeu là ce qu'il était capable de faire. Et je pense que c'est son rôle pour l'instant à Malik Fofana. Il va aller gratter 20-30 minutes en fin de match pour aller foutre le bordel. Et je pense que c'est pas mal et c'est assez intéressant. Donc pour l'instant, ce qu'on voit des recrues lyonnaises, c'est plutôt positif. On a quand même un très bon match de Matic. On a un match peut-être un peu brouillon de Orban, mais un match utile. Un match de charbonneur et une entrée très intéressante de Malik Fofana qui, à mon sens, va être dans ce rôle de 4e joueur de l'attaque et ce sera très bien pour lui. Le LOS, c'est mercredi. Eh oui, le LOS, c'est mercredi, tout à fait. Donc voilà, match quand même plein de satisfaction. La satisfaction 1 d'avoir gagné, de s'être éloigné de la zone rouge. La satisfaction d'avoir un Lacazette moi j'ai trouvé épanoui. Et en fait, Lacazette, 1, je veux qu'il marque des buts, 2, je veux qu'il soit heureux parce qu'il m'a tellement rendu heureux, Lacazette, que moi j'ai juste envie qu'il soit heureux. Et là, je le sens un peu plus heureux dans ce dispositif avec des mecs qui bougent autour de lui plutôt qu'avec Diego Moreira et Ryan Cherki. Benrahma, on le met où dans tout ça? Je pense que Benrahma, il va se battre pour une place avec Orban, pour savoir à peu près dans quel rôle on le met. Mais c'est des problèmes de riches. Enfin, on a des problèmes de riches à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, effectivement, je vous vois, vous en parlez dans le chat, ça nous pose la question de Cherki. Et je pense que Cherki, il est très en danger là, très en danger, pas pour l'Olympique Lyonnais, mais en danger pour lui-même, parce qu'il lui reste 18 mois de contrat. John Textor l'a bien dit lors de son interview qu'il a accordé à l'équipe il y a quelques jours. Ryan Cherki, lui reste 18 mois de contrat. S'il veut, à un moment donné, pouvoir prétendre à mieux, il va falloir qu'il le prouve. Parce que on pouvait, quand on était Ryan Cherki, on pouvait se reposer sur ses lauriers en se disant de toute façon je suis titulaire dans cette équipe de merde. Là, aujourd'hui, je pense que dans le contexte actuel, Ryan Cherki est le 5e choix en attaque. Il passe derrière Orban, derrière Lacazette, derrière Benrahma et derrière Nuama. Et peut-être même derrière Fofana. Donc Ryan Cherki, la remise en question, c'est maintenant. Sinon, ça va être très compliqué pour lui. Ça va être très compliqué. Et il lui reste 18 mois de contrat. Je suis pas certain que même lui soit OK pour rester 18 mois dans l'ombre pour essayer d'aller choper un autre contrat derrière en partant libre. Donc je pense que si les choses restent comme elles sont avec les recrues de l'Olympique Lyonnais, on se dirige probablement vers une vente de Ryan Cherki l'été prochain ou alors vers de la végétation sur le banc pendant 1 an et demi, ce qui serait un gâchis monumental. Il serait bien à Lorient, je sais pas. Maintenant, après Ryan Cherki, c'est dans ses mains.
c'est dans ses mains, c'est à lui de travailler pour devenir un joueur peut-être un peu plus moderne, pour se renouveler, pour être capable de faire les efforts défensifs, et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra en faire un joueur d'aile, ou peut-être même un joueur de milieu de terrain, parce que si l'OL se remet à un moment donné en 4-3-3 avec une pointe haute, peut-être que Ryan Cherki pourra jouer dans ce registre-là. Mais aujourd'hui, toutes choses étant égales par ailleurs, il n'y a pas de place pour Ryan Cherki, et il n'y en a même pas pour rentrer en jeu, parce que si Saïd Benrahma revient, alors il sera encore suspendu lors du prochain match, mais si Malik Fofana continue à être pas mal sur ses entrées, Ryan Cherki n'aura pas sa place à l'Olympique Lyonnais. Et c'est quand même terrible quand on sait les espoirs qu'on a tous placés en lui, quand on sait à quel point il a eu sa chance. J'ai calculé tout à l'heure 46 titularisations pour Ryan Cherki sur les 2 dernières saisons. C'est énorme. Il a 100 matchs en Ligue 1, mais il a bientôt 50 titularisations. Et à son actif, il n'y a que 4, 5, 6, 7 buts peut-être. Donc malheureusement, on se dirige vers quelque chose d'assez tristounet, quoi. Ah, il est disponible, pardon. Il est disponible, excusez-moi. Pour Lille, me dit-on. Voilà. Cherki, c'est un joueur de 5. On verra. Benrahma sera dispo contre Lille. Il a purgé sa suspension. D'accord, je pensais pas qu'il avait purgé ce qui n'était pas qualifié, mais je vous crois sur parole. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a des sujets dont on n'a pas parlé? Je suis en train de regarder vite fait. Ah oui, je voulais parler de Clinton Mata. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup de Clinton Mata. Et Clinton Mata, c'est quand même un joueur hyper fiable. Parce que Dieu sait que la première partie de saison de l'OL, elle a été calamiteuse. Mais il n'y a pas un seul match où je vous mets au défi, peut-être un, j'en sais rien, mais trouvez-le moi. J'ai pas souvenir d'un seul match où on a dit « Ouah, Clinton Mata, il est nul ». Il y a eu des matchs où on a dit « Il a été moyen ». Mais vraiment, depuis le début de la saison, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a Clinton Mata sur le terrain, Clinton Mata, il est pas nul. Clinton Mata, il est pas mal. Et surtout, en plus, il a cette polyvalence. Et je trouve que dans la défense à 3, cette espèce de rôle de défenseur central droit est hyper bien pour lui, notamment avec Maitland-Niles sur le côté droit. Parce que Maitland-Niles, c'est un joueur un peu virevoltant qui fait pas n'importe quoi, hein, mais qui va un peu n'importe où. Il va un coup dedans, un coup dehors, un coup devant, un coup il fait un peu sa vie. Et je trouve qu'avoir un Mata sur le côté droit pour compenser ça, c'est vachement intéressant. Et ce joueur-là, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il n'a pas coûté grand-chose. Hein. C'est un joueur qui est pas tout jeune non plus, Clinton Mata. Mais sa capacité d'adaptation et sa sérénité, moi je trouve ça admirable, honnêtement. Et je trouve que ce côté droit là, ce côté droit Mata, Nuama, Maitland-Niles, il sent un peu le foot quand même. Hein. Il sent un peu le foot, il sent la sérénité, il sent les bons jougadors de football. Hein. Rappelez-vous d'où on vient quand même. Hein. Avant, le côté droit, c'était Lovren en défense centrale, Koumbedi à droite, et vous aviez Cherki ou Diego Moreira devant à droite, c'est compliqué. Hein. Donc il y a quand même un gain qualitatif assez énorme d'avoir ces 3 joueurs-là qui animent le couloir. C'est assez ouf quand même, hein. Du bon poulet, effectivement. Hein. On n'a pas parlé de Cacré, effectivement. Alors moi, j'ai un peu des réserves sur Cacré, parce que je l'ai trouvé plutôt bon et plutôt serein, et je pense que c'est ça qui est important avec Cacré, parce que ça se joue beaucoup dans la tête avec Cacré, et je trouve que Cacré a fait un bon match dans l'absolu. Mais mon problème avec Cacré, c'est qu'il fait des bons matchs quand il a un mec qui est bon à côté. Et c'est pour ça que le Final 8, il était aussi bon. C'est parce qu'en fait, Maxence Cacré, c'est un peu le Gilles Simon du foot. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que Gilles Simon, quand il jouait Federer, il était au niveau de Federer, et quand il jouait le 127e mondial, il était au niveau du 127e mondial. Et Cacré, c'est un peu ça. Quand vous lui mettez Bruno Guimaraes à côté, il joue comme Bruno Guimaraes. Quand vous lui mettez Arnold Mvemba, bah, il joue comme Arnold Mvemba. Et quand vous lui mettez Paul Akwakoubé, bah, il joue comme Paul Akwakoubé. Et c'est un peu problématique pour lui, parce qu'en fait, on peut pas compter sur Cacré pour porter l'équipe. Maintenant, si vous lui mettez Matic à côté et qu'il joue comme Matic, moi, ça me va très bien. Hein. C'est un métamorphe, le garçon. Mais est-ce qu'on s'attend de Maxence Cacré qu'il soit un métamorphe et qu'il soit pas capable tout seul de porter l'équipe? Moi, ça me dérange un petit peu. Maintenant, s'il fait des matchs comme ça jusqu'au bout de la saison, moi, ça me va. Hein. Il prend des risques, les risques sont payants. Alors, c'est pas parfait. Il y a encore des lacunes, balles au pied et compagnie. Mais ça me va. Hein. Ça me va. Hein. Des fautes sifflées pour rien aussi. Ouais, bah après ça c'est l'arbitrage à la française, ça. Vous savez, c'est... Peut-être c'est un stéréotype. Peut-être je suis mauvaise langue parce que je regarde plus le foot international. Donc je sais plus comment arbitrent les autres arbitres d'autres championnats. Mais moi, il y a un truc dont j'en ai marre. J'en ai marre que quand il y a une passe en profondeur et que vous avez un défenseur qui se retourne et qui court et qui se fait prendre à la course par l'attaquant et qui du coup, il vient se mettre sur le côté, il tombe. Il y a 0 faute. Hein. C'est épaule contre épaule. L'arbitre, il siffle à chaque fois. On l'a eu, je pense, 4 ou 5 fois dans le match, celle-là, avec Quentin Merlin. Quentin Merlin qui s'est fait bouffer par Nuama. À chaque fois qu'il se prenait un coup d'épaule, il tombait par terre et il y avait faute. Et genre, c'est fatigant, quoi. C'est vraiment l'arbitrage français. Ça marche dans les deux côtés, hein. Je vous dis pas, c'est un complot contre l'OL. Non, il y a cet arbitrage qui est que on a un espèce de pacte tacite dans le foot français qui est que si tu es défenseur, que tu te mets comme ça devant le ballon et qu'il y a un mec qui t'effleure derrière, il y a faute. Et je pense qu'il y en a marre un petit peu quand même. Il y en a un petit peu marre. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie, Socrate?
Il a mis une connerie sur le compte Twitter out of context. Bref. C'est ce que Koumbedi avait essayé, mais il n'y avait pas eu faute et but. Bah, pour le coup, Koumbedi, il avait abusé complet. Et moi, je trouve que ces fautes-là, elles devraient pas être sifflées. Dans un sens comme dans l'autre, hein. Et c'est fatigant parce que ça casse le rythme. Il y a eu beaucoup de fautes côté lyonnais, je crois qu'il y en a une vingtaine, des toutes petites fautes, voire pas des fautes du tout, hein. Et je l'ai vu dans d'autres matchs aussi, régulièrement je le vois dans d'autres matchs de Ligue 1, cette espèce de tendance à siffler des micro-contacts où le défenseur est en difficulté et du coup, je sais pas pourquoi, je sais pas quelle règle définit que si tu es défenseur et que tu es en difficulté, tombe et c'est bon, il y a faute. Bon bah écoutez, c'est comme ça que ça se passe, hein. Bref, le souci de passer à 3 milieux, c'est que Maitland Niles se sort du 11. Mais Maitland Niles, il peut jouer au milieu aussi, hein. Il peut jouer au milieu, donc je suis curieux. Je pense qu'on va quand même rester sur cette défense à 3, parce que on a les joueurs pour, et je pense que cette défense à 3, elle repose sur Clinton Mata. Parce que si vous enlevez Clinton Mata de cette défense à 3, vous enlevez l'espèce de facteur X capable de laisser Maitland Niles jouer très haut, en colmatant le côté droit. Parce que en réalité, ce système à 3 derrière, c'est pas vraiment un système à 3. C'est un système à 3 qui coulisse. Vous avez Maitland Niles qui va presque jouer ailier, qui permet à Ragnos Nyoma de faire un peu n'importe quoi, et Clinton Mata qui va aller coulisser pour prendre le couloir droit. Et du coup, c'est assez intéressant parce que c'est le seul Clinton Mata qui peut faire ça. Si vous mettez Lovren ou O'Brien, vous pouvez plus faire ce truc-là, d'avoir un joueur qui colmate cette brèche-là. Et je pense que si Clinton Mata à un moment donné n'est pas disponible, ou Maitland Niles, on repassera peut-être à 4 derrière. Mata, c'est un facteur. Oui, peut-être, ouais. On en parle de Keita Tsar, il relance hyper bien quand même. Alors Keita Tsar, il a fait un match serein. C'est un peu... Alors pour le coup, je vais reprendre l'analogie, hein. J'ai un peu le sentiment que Keita Tsar, c'est un peu comme Cacré. Mais on l'avait dit, hein. On l'avait dit même quand il est arrivé à Lyon. Rappelez-vous, au moment où il signe à Lyon, moi, je vous dis, Keita Tsar, il y en a deux. Il y a deux Keita Tsar. Il y a le Keita Tsar, la tête à l'envers, qui est un joueur absolument nullissime. Et c'est celui dont se souviennent les Marseillais. Et puis, il y a le Keita Tsar, la tête à l'endroit, qui était notamment celui qui jouait à Southampton. Et qui, pour le coup, lui, est vachement intéressant. Donc, c'est pareil. C'est un peu le même style que Cacré. C'est un joueur qui, quand l'équipe, elle tourne, il est très bien. Qualité de relance intéressante. Alors, il m'a fait très peur à un moment donné, sur une passe en retrait à Lopez, où il a décidé de balancer. Alors, ça, c'est un autre sujet, on va en parler après. Mais il y a des moments quand même de flottement dans la tête de Keita Tsar par moment. Mais force est de constater que quand ça tourne bien, il tourne bien. Et c'est quand même pas mal. Un petit mot d'avant de match sur votre Coupe de France, ça va tourner ou pas? On va voir après, on en parle après. Il prend la balle, Lopez. Lopez, pas eu grand chose à faire sur ce match. Mais j'ai le sentiment, et ça c'est du pif, hein. Enfin c'est du pif. J'ai eu quand même un sentiment que la défense lui fait pas très confiance et qu'il n'est pas en confiance non plus. Il y a eu cette passe en retrait de Clinton Mata à un moment donné où il rate son contrôle juste devant son but. Et là, je vous jure, j'ai eu un souffle froid dans le cou là. J'ai l'impression que c'était The Walking Dead. J'ai eu peur. Comme j'ai eu peur. Et je pense qu'il est vraiment dans le doute, la Lopez. Et je sais pas quelle est la solution, mais je repense un petit peu à la question qu'avait posée à Hugo Guimet à John Textor, où il disait est-ce que l'arrivée de Perry n'a pas affaibli Lopez, et où Textor a dit si la concurrence affaiblit un joueur, c'est que le joueur n'est pas fort mentalement et que Anthony Lopez ne peut pas ne pas être fort mentalement. Il va falloir quand même dégager un peu plus de sérénité, même si finalement il fait pas un mauvais match parce qu'il fait des bonnes sorties sérieuses. Bon, le jeu au pied est toujours un peu compliqué. Je pense qu'on a eu le duel ce soir entre les deux pires gardiens de Ligue 1 au jeu au pied. Mais les consultants de Free étaient impressionnés par Perry. Parce qu'on nous a dit, c'est que Perry à l'entraînement est pas mal du tout. Est-ce que Perry aura sa chance en Coupe de France? Moi, j'ai tendance à penser que non, parce que la Coupe de France est tellement importante pour l'OL cette saison que si jamais vous mettez Perry et que ça se passe pas bien, ça va être une cata. Donc j'ai tendance à penser que Anthony Lopez continuera de jouer en Coupe. Mais Hugo a dit cet après-midi que selon lui, alors c'est pas une info, il a dit que son feeling à lui, c'est que c'est possible que Perry joue en Coupe. On verra. On verra ce qu'il en est. Trop important la Coupe de France. Ah bah oui, la Coupe de France c'est extrêmement important. On est à 3 matchs de la Coupe d'Europe, donc il n'y a pas de ralentir, hein, comme on dit. Hein. Pas de ralentir. Alonso qui sort aussi que Lopez est moins bon à cause de l'arrivée de Perry. Oui, alors on va finir peut-être là-dessus avant de passer aux notes. Les consultants Prime Video à la mi-temps, ils sont tous sortis pour défendre Lopez, à dire non, moi je le trouve très bon, ils oublient vite, nanani nanana. J'ai l'impression qu'il n'y a que à l'OL où les cadres n'ont pas le droit d'être remis en question quand leurs performances sont moyennes. Vraiment l'impression que cette volée de bois vert de dire non mais les supporters lyonnais ils sont méchants, ils sont ingrats et tout ça. Non, on n'est pas méchants et ingrats. Tout le monde est capable de reconnaître que Lopez a eu des saisons où il a porté l'OL à bout de bras et que ce n'est pas le cas cette saison. Ça ne veut pas dire qu'il est nullissime, mais ça veut dire qu'aujourd'hui il n'est pas au statut auquel il devrait être. Et je pense que c'est au contraire lui faire honneur que de reconnaître que le niveau d'Anthony Lopez doit être supérieur à ça.
Voilà, ça me semble assez important de souligner que si on n'avait pas une haute estime d'Anthony Lopez, on ne serait pas déçu aujourd'hui par sa saison. C'est tout. Alors oui, les consultants Prime, c'est sûr que Jérôme Alonso, on a connu mieux, mais bref. Voilà, maintenant moi je souhaite que Anthony Lopez se remette la tête à l'endroit pour lui comme pour les autres, parce qu'Anthony Lopez la tête à l'envers c'est mauvais c'est bon pour personne. Rami qui dit que c'est le meilleur Lyonnais depuis le début de la saison. Après Adil Rami il regarde pas beaucoup de matchs de foot je pense, hein, donc faut pas lui en vouloir. L'exemple d'Arsenal ça met en concurrence des gardiens même excellents. Il y a un équilibre de vestiaire qui est compliqué à Lyon, et vous le savez. Donc moi, j'attends pas que Perry vienne concurrencer Lopez cette saison, parce que je pense que c'est illusoire. Par contre, je serais chagriné que Perry ne vienne pas concurrencer Lopez la saison prochaine. On verra. Toujours est-il que là, il a la pression, Lopez. Factuellement, il a la pression, parce qu'il sait que s'il fait une boulette, s'il fait une relance de merde, s'il coûte des points, il y a un souffle chaud dans sa nuque. Et je pense que c'est pas mauvais pour lui d'avoir cette pression-là. Je pense que c'est pas mauvais. Donc c'est une bonne chose, à mon sens. Oui, d'ailleurs, très bonne remarque, Dr. Clutch. On va terminer avant de faire les notes. Je voudrais saluer Samuel AS de Twitter, qui a organisé ce soir à Paris un rassemblement de supporters lyonnais au Belushi. J'ai vu les images qui ont été postées par Gallardo sur Twitter. Il y avait l'air d'avoir un sacré paquet de personnes là-bas. Ça avait l'air d'être assez cool niveau ambiance. Donc bravo à lui d'avoir organisé ça, dans la foulée de ce qu'on avait fait avec Hugo et Emeric sur Gone the Way qui aujourd'hui n'existe plus trop parce qu'on n'a plus le temps de s'en occuper. Mais donc voilà, j'espère que ce rassemblement-là en donnera lieu à d'autres rassemblements, parce que c'est très chouette pour les supporters lyonnais de Paris de pouvoir se retrouver quelque part. Donc chapeau à lui, c'est une super initiative et moi je serais très content de les relayer et peut-être même d'un jour en faire un là-bas avec peut-être un débrief en public, qui sait, hein, ça peut s'organiser. Donc voilà, bravo à lui, on le félicite, merci. C'est parce que c'est pour l'avoir fait pendant 4 ans, 5 ans même, c'est du boulot d'organiser ce bordel, c'est du stress de savoir que tu connais pas les gens, ils peuvent foutre le bordel. Donc remerciez-le très fort, saluez-le, parce que organiser ce bordel-là, c'est un vrai putain de taf. Donc voilà, bravo à lui. Bravo à lui. Les notes. Alors laissez-moi le temps de les mettre à l'écran. Voilà, ça va arriver. Le terrain qui va s'afficher incessamment sous peu. Voilà, c'est parti. On va dessiner un beau terrain ce soir car la pelouse était belle. Et la victoire aussi. Alors, il est presque mignon là pour l'instant le terrain. Aïe aïe aïe, le rond central. Non, ça va. Hop. Alors, nous avions sur le terrain ce soir Anthony Lopez. Attendez, le point est trop gros. Voilà. Nous avions une défense centrale composée de Douillet, Kaletatsar, de O'Brien. Non, je fais pas les poteaux de corner. On n'est pas dans la précision à ce point. Mata, pardon, pas Matelas. Clinton Matelas. Oh là là, la fatigue. Passer ma journée à monter des meubles, donc c'est pour ça que je suis perturbé. Ainsley, Maitland-Niles sur le côté droit, Tagliafico sur le côté gauche. J'essaye de bien écrire puisqu'on a gagné. Ici, nous avions Matic, Caqueret, Lacazette. Alors, je vous avoue que je sais pas trop comment les placer. On va mettre Orban côté droit, même si c'était pas vraiment le cas. Et Nuama. Et on avait en entrant, c'était Tolisso. Alors, hop, on va le mettre ici. Voilà. Et on va noter Pierre Sage. Voilà. Alors, les notes, les amis. La nouvelle pelouse était très bien. Ouais, la pelouse était pas mal. Clinton Matelas et Eugénie Le Sommier. Magnifique. Bravo. J'applaudis cette vanne. C'est une très très bonne vanne. Non, Fofana, il n'est pas rentré à la mi-temps. On note que les joueurs qu'on fait... Pareil que Riolo a dézingué le match de Matic. Oui, bon, écoutez, on s'en fout. Hein. Bon, Lopez, je sais pas trop quelle note lui mettre, parce que c'est quand même un clean sheet. Pas grand-chose à faire, mais il l'a bien fait. Mais quelques petits coups, quand même, de peur. Hein. Quelques petits coups de peur. 5 ou 6 5,5. Allez, 5,5 pour Lopez. 5,5, on va être indulgent aujourd'hui. Douillet, Kaletatsar, match très serein. En vrai, les trois là, ils ont été très très sereins. On n'a pas parlé d'O'Brien, on va en parler juste après. Kaletatsar, c'est un bon 6, non? C'est un bon 6. Kaletatsar serein, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ouais, c'est un 6. O'Brien, alors on n'en a pas parlé de Brian, on n'a pas parlé. Mais moi, je vais me répéter, je suce la bite d'O'Brien. Hein. J'adore O'Brien. Mais O'Brien, il y a un truc qui me fume chez lui, c'est que quand il est un peu en retard, il va à une vitesse. C'est incroyable, on dirait Virgil van Dijk sur FIFA Ultimate Team, quoi. Il a des grands compas, mais il va hyper vite. Hyper vite, O'Brien.
Je trouve ça assez ouf parce que normalement, les joueurs comme eux, comme ce mec-là, là, des grands dadais costauds avec des. Normalement, ça va à 2 à l'heure. Mais c'est. Moi, je continue d'être impressionné par O'Brien parce qu'il a vraiment tout l'attirail du bon défenseur. Il est grand, il est costaud, il va vite, il s'est relancé. J'ai rien à lui reprocher, O'Brien. Il fait des transversales, un coup par là, un coup par là. Super joueur, quoi. Vraiment, quelle trouvaille, ça. Pour le coup, faut vraiment saluer John Textor pour plein de choses. Parce que sur le mercato, moi, j'avais des grands doutes sur la capacité de John Textor à faire un grand mercato. Et on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, sur le papier, c'est quand même sacrément canon. Et Jake O'Brien, c'est uniquement John Textor. Donc bravo à lui. Bravo à lui. Clinton Mata, on va lui mettre un 7 aussi. Je pense que c'est mérité dans ce côté couteau suisse, serein, intéressant, puissant. Et Maitland Niles aussi, oui, mais vous avez raison. Maitland Niles, vous avez raison, c'est aussi John Textor. Comme quoi, voilà, moi j'ai été méfiant, j'ai été critique de John Textor. Et je suis toujours méfiant sur l'aspect financier de la chose. Mais il se trouve que sur le sportif, bah, c'est pas un mauvais président quand même, hein. Voilà, faut le dire. Maitland Niles 7,5, je suis d'accord avec vous. Matic, alors Matic, attention parce que la première mi-temps est excellente, la deuxième un petit peu moins. Donc, je pense pas qu'on va aller très très haut sur Matic. Je pense qu'on va mettre un 6, ça me semble plutôt honnête. Parce que c'était une très très bonne première mi-temps, mais la deuxième est tombée un petit peu hors de forme, quoi. Voilà, 6,5 vous voulez, allez 6,5 pour Matic. 6,5, on est généreux, c'est la fête ce soir. Maxence Cacré, c'est un bon match, mais c'est pas non plus un match foufou, donc j'aurais tendance à mettre plutôt un 6 pour Maxence Cacré. Un mois qu'il n'avait pas joué, c'est vrai qu'il n'avait pas joué depuis un mois, c'est vrai. Maintenant il est tombé on verra si c'est parce qu'il est vieux qu'il est tombé en température ou si c'est parce qu'il est hors de forme, on verra. Ouais, Cacré c'est un 6. C'est peut-être même un 5,5 en vrai, hein. C'est un 5,5 Cacré je pense. 5,5. Tagliafico pour le coup, je l'ai pas beaucoup vu Tagliafico. Constat un peu moyen. Un 5, un 6, un 5,5. Note, ouais, 5, ouais, 5. Allez, 5. 5. Tolisso, combien on lui met à Tolisso? J'ai du mal à juger son match. Je l'ai pas trouvé extrêmement brillant, mais je l'ai pas trouvé mauvais non plus. Match un peu neutre pour Tolisso, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dans le chat, là. Faudrait que je trouve un moyen de vous faire noter le match, même pour ceux qui sont sur YouTube, là, ça pourrait être intéressant. Un 5,5, ouais, allez, 5,5. 5,5 pour Tolisso. Alors, Orban. Orban, j'ai quand même envie. Le match ballon-pied vaut 3-4. Mais le match sans ballon vaut 7, je pense. Donc, je pense que Orban, on va lui mettre 5, 5,5. Parce qu'il a été moyen techniquement. Mais dans l'attitude, c'est ça que je demande, moi. Je demande juste ça. Je veux juste un joueur qui fasse les efforts et qui permette à Lacazette de vivre un petit peu. Et je pense que c'est intéressant. Nuama, Lacazette. On va commencer par Lacazette. Lacazette, match de patron. Voilà, ça c'est mon Lacazette. Ça c'est mon Alexandre. Ça c'est mon bon Alexandre. Ça c'est du match de papa. C'est ça qu'on aime. C'est du 7, hein. Du 7, voire même du 7,5 parce qu'il est buteur. Je pense que c'est pas volé, hein. C'est pas volé. 7,5 ou 8 ? 8, allez, 8 pour Lacazette. Allez, c'est la fiesta. Oui, vous avez raison. Tagliafico en première, on est plutôt bon, donc on va rajouter un demi-point. Et Ernest Nuama, je pense qu'on peut mettre 8 aussi. Hein. Une passe D, virevoltant, très intéressant. 7,5 ou 8 pour Nuama, 8 Vous voulez mettre 8 Voilà, allez, 8 pour Nuama. Et Pierre Sage, écoutez, 1-0, clean sheet, victoire. Coaching intéressant, Malik Fofana était très bon sur son entrée. Bon, c'est un 8 aussi, hein, pour Pierre Sage. Un 7 ou un 8, allez, 7,5. 7,5 pour Pierre Sage. 7,5. Voilà, 7,5. C'est bien, elles sont belles. On n'a pas eu beaucoup de matchs où on a noté comme ça. Hein. C'est des très très belles notes. Hein. Très très belles notes. Allez, on fait le Jurinho. Le Jurinho, je vous mets le lien dans le chat. Si vous êtes sur YouTube en replay, les pouces. Pensez bien aux pouces. Et après, vous avez le lien du Jurinho dans la description de la vidéo. Alors, les notes du Jurinho, on va rafraîchir vite fait pour voir les votes des autres gens. Nuama Lacazette, hein, déjà. Nuama Lacazette, on va mettre plus 5 en vrai. Plus 5, c'est la fête. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Mata, on va mettre plus 4. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus? Maitland Niles, on va mettre plus 4. Et le dernier, il est pour vous. Le dernier, il est pour vous. On met qui en dernier? Jake? Vous voulez mettre Jake O'Brien? O'Brien? Deuxième match avec la meilleure moyenne cette saison, 6,46. Merci Salomé, c'est notre Philippe Doucet à nous.
C'est notre Philippe Doucette même. 4000 sur Twitter, un record. C'est sûr. Oui, 4000 en constant comme ça, on n'est pas loin du record. Je crois que le record est à 4003, c'était la défaite contre le PSG. Matic ou O'Brien? Matic? Allez, Matic, un petit plus 3. Ça me semble pas mal. Allez, Matic, un plus 3. Hop là, on vote. Je rappelle que vous pouvez voter aussi, hein, bien évidemment. Vous pouvez voter. Voilà, vous êtes 232 à avoir voté déjà. N'hésitez pas, hein, c'est cool, ça nous donne un très beau classement en relief là. Vous pouvez voir que le pire joueur de la saison, c'est Lovren. Ouais, c'est assez intéressant ça, de voir que... En vrai, ça donne des classements assez intéressants à la fin de l'année. Vous voyez que Maitland Niles est en train de remonter sérieusement. D'ailleurs, il était en négatif avant ce match-là, il est passé en positif. Et rien qu'en passant en positif, sur un match, il est passé à 8ème là. C'est assez intéressant quand même de voir ça. On voit quand même que les valeurs sûres, c'est O'Brien, Mata, Lacazette, Nuama. Qu'importe s'il y a eu de l'irrégularité. Voilà. On a terminé ce débrief qui aura été d'une longueur plutôt tolérable dans l'absolu. Je suis très content. Je suis très très content parce que déjà, 1, on a gagné le foot. 2, vous avez été très nombreux ce soir et ça c'est super chouette. Et ça donne de la force parce que c'est pas toujours facile de faire tous les débriefs. Notamment que là je suis très très fatigué. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur un live nocturne à un autre moment. Malheureusement, il n'y aura pas de débrief du match contre Lille parce que le match a lieu à un horaire de merde à 18h30 et que je décolle d'Ajaccio à 18h20. Donc je serai dans l'avion. Je vais pas pouvoir voir le match. Donc il n'y aura pas de débrief. Il y aura peut-être un live nocturne pour en parler, mais ce sera pas un débrief comme d'habitude. Donc je suis vraiment désolé de ça, mais je pense que Zach sera peut-être en mesure de vous le faire à ma place. Je vous donne rendez-vous du coup demain à 20h sur la chaîne de Zach pour Alazob épisode 3. On sera au complet, donc on sera 3 Arabes et 2 gauchos. Il y aura Sofiane, il y aura Yanis, il y aura Hugo, il y aura Zach et il y aura moi pour parler de cette victoire, pour parler du mercato, pour parler d'un petit peu de tout, pour parler de la malédiction de Zach qui a été levée puisqu'il a enfin vu une victoire au stade. Empreinte carbone, mais pas le choix, hein, si je vais pas y aller à la nage à Ajaccio les enfants, hein. Je vais pas pour les vacances, je vais pour le travail. Hein. Donc malheureusement pas de débrief, mais il y aura probablement un live nocturne mercredi soir où on pourra parler un peu du match, mais ce sera pas un débrief à part entière. Et sinon, le prochain débrief officiel, ce sera dimanche le 11 à 19h. Ce sera le débrief de Montpellier Olympique Lyonnais, un match très important en vue du maintien. Voilà, donc rendez-vous demain, lundi, pour l'épisode numéro 3 du podcast à la Zob de Zach Nani. Mercredi, potentiellement pour un live nocturne. Et dimanche 11 pour le débrief de Montpellier OL. Voilà, je vous remercie encore une fois pour le soutien à tous ceux qui prendront le temps d'aller mettre des pouces sur la rediff, même si vous la regardez pas, ça fait toujours plaisir. Mettez des commentaires, mettez n'importe quoi, je les vois tous, je les lis tous, même ceux qui sont merdiques. Donc n'hésitez pas, hein, il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, il met des noms de fromages différents à chaque vidéo, bah c'est bon pour le référencement, donc faites-le, ça me fait très plaisir. Voilà, un bisou au chat aussi, voilà, on embrasse le chat, on dit au revoir au chat, et je vous envoie en raid incessamment sous peu, donc ne partez pas. Merci, bisous, à demain chez Zach et à mercredi pour le live nocturne. Ciao, bon dimanche. Tiens, bah, je vous envoie chez Yous, les supporters marseillais, mais il est gentil, donc ne soyez pas désagréables. Voilà, soyez très gentil avec lui, s'il vous plaît. Et oui, il reste 13 minutes à ce dimanche, donc on est encore dimanche, désolé.